Bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer. En 1998, j'entreprenais mes études primaires à l'école acadienne Joseph Diga, située à Pointe-de-l'Église. 2 ans auparavant, on avait assisté à la création du CSAP, qui représentait, en quelque sorte, l'aboutissement de plusieurs années de lutte d'Acadiens, d'Acadiennes et de francophones venant des 4 coins de la Nouvelle-Écosse, des personnes désireuses d'obtenir la gestion des écoles dispensant une éducation en français, langue maternelle, de la maternelle à la fin du cycle secondaire. Ces années de lutte ont-elles été importantes ou futiles? Voilà une question que se posent aujourd'hui des personnes qui observent le comportement langagier des jeunes Acadiens et Acadiennes de la Baie-Sainte-Marie. Lorsque j'étudiais dans une école homogène française, nouvellement mise sur pied suite à la lutte menée pour l'obtention d'écoles françaises, je vivais une situation assez particulière. Pour une raison qui m'a toujours paru obscure, chaque année, et ce à plusieurs reprises, la direction de l'école se présentait sur l'estrade et s'adressait à tous les élèves dans ces mots. Vous fréquentez la meilleure école acadienne. Vous êtes les meilleurs élèves et vous avez les meilleurs enseignants. Vous, chers élèves, allez exceller. Vous allez traverser toutes les frontières et vous ouvrir à un monde nouveau. Chaque fois que le directeur nous répétait ce discours, je me roulais les yeux. En fait, je ne croyais pas à toutes ces belles paroles. Mais pourquoi? Peut-être avions-nous mis fin aux nombreuses années de lutte pour un enseignement en français promulgué dans la loi 65 de 1981. Mais pour moi et d'autres personnes, le combat était loin d'être achevé. Il restait beaucoup de travail à faire, beaucoup de pain sur la planche, avant que nous puissions nous considérer comme étant les meilleurs. Lors de mes années d'études, au primaire et au secondaire, les corridors étaient pleins de jeunes qui parlaient en anglais. Les enseignants, eux, répétaient toujours la même rengaine, « Parlez en français, parlez en français ». Et puis, que dire des affiches couvrant les murs des corridors, de la cafétéria et du gymnase? Affiches sur lesquelles on nous indiquait qu'à l'école on parlait français. Si nous étions francophones, pourquoi alors fallait-il nous le répéter à coups de marteau? Aujourd'hui, je réalise que notre langue était en danger, que c'était une façon de nous exprimer dans quel état se trouvait notre langue. Le discours de la direction, les messages martelés des enseignants, les affiches sur les corridors et le comportement langagier des élèves ne me proposaient rien pour me donner confiance. Avec mes amis acadiens, je communiquais dans mon parler régional. Avec mes amis anglais, je communiquais en anglais. Je cultivais des doutes quant à ma capacité de communiquer avec des francophones d'autres régions. Allais-je donc pouvoir traverser les frontières, comme me l'annonçaient les directeurs au début de chaque année scolaire? J'en doutais. Je sentais qu'il y avait des faiblesses, voire même une carence dans l'enseignement que je recevais dans les écoles dites acadiennes. Si je suis ici devant vous ce soir, en tant qu'étudiant de l'Université Sainte-Anne, c'est un réel hasard. J'avais envisagé de m'inscrire dans une université française, dans un milieu francophone différent de celui de la baie, un milieu où les contacts avec la langue anglaise auraient été moins fréquents. Par contre, en étudiant ici, l'Université Sainte-Anne m'a permis de me familiariser davantage aux enjeux linguistiques présents dans ma région. Ma réflexion ce soir repose essentiellement sur des préoccupations qui me touchent en tant que jeune adulte et acadienne de classe. Il me semble donc nécessaire qu'on y réfléchisse à cause des dangers liés aux facteurs d'assimilation présents dans ma région. Je tenterai donc de répondre en partie à la question suivante. Assistons-nous à un affaiblissement du français chez les jeunes Acadiens et Acadiennes de la région? Pour y arriver, je vais d'abord présenter quelques variables prédominantes du facteur d'assimilation existant dans la région, et je vais voir avec vous si le parler acadien est responsable du maintien ou de la disparition du français chez les jeunes Acadiens et Acadiennes. Dans la région de la Baie-Sainte-Marie, le processus d'assimilation nous guette. Chaque matin, la majorité des gens commencent leur journée par l'écoute de CJLS, la radio anglaise de Yarmouth, et la lecture du Chronicle Herald, le journal anglophone de la Nouvelle-Écosse. Les plus jeunes, eux, regardent PBS Kids, des dessins animés en anglais avant de prendre l'autobus pour se rendre à l'école.
il est indéniable que l'on baigne dans une culture anglophone. J'en suis très consciente parce que chaque matin, moi aussi, je dois faire des choix. Lorsque je grandissais, j'habitais dans une famille pour laquelle le français et le parler régional étaient les langues du foyer. Je me réveillais donc au son de Bonjour Atlantique, émission de Radio-Canada destinée aux Acadiens et francophones. Je regardais mes dessins animés en français et mes parents me parlaient toujours dans leur parler régional. N'habitant plus dans le milieu de mes parents, je dois faire des choix personnels. Maintenant, je me renseigne par le biais des réseaux sociaux qui sont en anglais. Mon chum est de langue maternelle anglaise. Bien qu'il soit bilingue, on se parle souvent en anglais. Les messages textos envoyés entre amis sont en anglais et par habitude, je parle souvent en anglais à certaines personnes, même si ces dernières sont francophones. À mon avis, une des raisons motivant le choix de la langue anglaise relève du fait que nos sujets de discussion sont très souvent liés à la culture américaine, que nous consommons de façon régulière, revues, émissions de télévision, films, musique, etc., qui nous arrivent des États-Unis, nos voisins du Sud. Il m'est donc extrêmement difficile de retourner à ce temps où du matin au soir, je pouvais vivre en français. Je dois constamment me rappeler que j'ai le choix de vivre ma francophonie, d'affirmer mon identité culturelle afin d'échapper à l'assimilation toujours présente dans mon milieu. Chaque personne peut, à sa manière, participer à la revitalisation du français dans Clare, mais encore faut-il faire des choix en adoptant un comportement linguistique reflétant la volonté de vivre sa francophonie. Dans Clare, une des plus grandes transformations sur le plan démographique est la multiplication des contacts avec les anglophones. Il devient donc de plus en plus difficile pour nous d'assumer notre francité. Ces contacts fréquents favorisent les mariages mixtes. D'après mes lectures, des spécialistes présentent l'exogamie comme étant la principale cause de l'assimilation. Dans notre contexte minoritaire, le taux d'exogamie s'avère très élevé. Je ne serais pas étonnée d'apprendre que le taux d'exogamie grimperait davantage d'ici quelques années. Cette constatation, je la fais à partir du milieu de la petite enfance. Depuis plus de 25 ans, ma mère travaille à la garderie La Petite Académie de Pointe-de-l'Église. Elle observe le nombre grandissant d'enfants issus de mariages exogames. Ces enfants, pour la plupart, arrivent à la garderie ne parlant pas le français. Dans un documentaire intitulé Mon amour, my love, produit il y a quelques années, M. Rodrigue Landry, spécialiste des minorités linguistiques, affirmait alors qu'un seul couple sur 10 réussit à donner le français comme deuxième langue à leurs enfants. Un seul couple sur 10. Voilà qui est triste, car du point de vue démographique, nous sommes déjà très peu de francophones. Quand les couples exogames favorisent la langue anglaise, il est évident qu'elle contribue à la diminution de notre population francophone. Le vieillissement de la population et la migration des jeunes Acadiens vers des centres urbains représentent deux autres variables du facteur démographique menaçant la communauté de Clare. Ces deux autres variables contribuent, elles aussi, à diminuer le nombre de locuteurs francophones dans nos milieux minoritaires. Selon le recensement 2011, l'âge médian de la population en Nouvelle-Écosse est de 43,7, qui est l'âge de Muriel et de moi divisé par 2. Donc, de toute évidence, la population de Clare ne rajeunit pas et les jeunes œils migrent vers l'ouest ou Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, pour y trouver du travail. Clare a subi une terrible chute sur le plan économique. Le long des rues, on aperçoit des maisons abandonnées, des maisons à vendre ou des maisons en décrépitude, faute de moyens pour les entretenir. Voilà donc un portrait assez sombre de notre communauté. Dans un tel contexte socio-économique, il est important, je crois, de situer les élèves par rapport à l'enseignement qu'ils reçoivent dans leur langue maternelle et surtout par rapport à leur motivation d'apprendre le français comme outil de réussite sociale. De ce que je viens de décrire ressortent 3 éléments dont on peut faire fi. Plusieurs élèves ont des parents de langue et de culture différentes. Très peu d'entre eux vivent leur francophonie et, chose certaine, la plupart d'entre eux se préparent à quitter la région pour travailler éventuellement dans des centres urbains où se trouvent les emplois.
Bien que ces énoncés offrent une image à la fois juste et peu reluisante de la situation sociale et économique de la baie Sainte-Marie, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons sortir vainqueurs sur le plan linguistique. Il faut toutefois bien jouer nos cartes. Pourquoi la question de vitalité de la langue française m'intéresse-t-elle autant? Pour deux raisons. La première, l'école peut et doit offrir un enseignement en français mieux adapté aux nouvelles réalités sociales. Et la deuxième, je veux croire que les jeunes peuvent assumer leur francophonie à condition qu'on développe chez eux la confiance linguistique nécessaire. Par rapport à la question de l'enseignement du français, je me permets de vous décrire ici mon expérience personnelle qui a provoqué un malaise chez certains. En 11e année, nous avons monté la pièce de théâtre qui se nommait Amédée et Philomèle, une pièce qui décrivait des souvenirs d'antan d'un vieux couple acadien. Nous avons passé plus de la moitié de l'année scolaire à monter cette pièce. La langue de cette pièce de théâtre, notre parler, le parler de la baie Sainte-Marie. Bien que ce fût un excellent projet et que nous nous soyons costumés et amusés sur la scène, cette expérience théâtrale, dans le cadre de notre cours de français, ne nous a pas aidés à mieux nous exprimer à l'oral et surtout à mieux lire et écrire en français. Nous allons à l'école pour apprendre à lire et à écrire, pour apprendre à changer de registre de langue afin que nous puissions communiquer avec des francophones d'ailleurs. Nous, comme Acadiens, avons peur de perdre notre parler vernaculaire. Ne devrions-nous pas craindre de nous replier sur nous-mêmes, de nous isoler des autres francophones, de sortir perdants de nos expériences scolaires dans nos institutions francophones? Si on offre un enseignement dans le parler local, on nous ferme les portes à la francophonie internationale. Des étudiants comme moi ne demandent rien d'autre que de pouvoir vivre sa francophonie à l'extérieur de sa communauté. Il y a quelques mois, le district scolaire francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick a refusé que l'on diffuse un court-métrage sur l'intimidation parce que les élèves avaient tourné ce film en chiac, leur parler régional. Personnellement, je ne peux qu'appuyer le geste posé par le district scolaire. À cet effet, j'ai apprécié les propos de l'auteur du roman Pour sûr. Madame France Daigle a dit sur les ondes de Radio-Canada que le chiac s'apprenait sans effort, que les élèves connaissaient bien le chiac avant leur arrivée à l'école. Selon elle, seule l'école demeure un endroit où les enfants ont l'occasion d'apprendre à s'exprimer en français à l'oral et à l'écrit. J'appuie le point de vue de Mme France Daigle car il faut sauver l'intégrité de nos systèmes scolaires francophones. Que ce soit le chiac de Moncton ou l'acadien de la baie, ce sont tous deux des parlers auxquels les jeunes peuvent s'identifier, mais des parlers qui jouent des rôles sociaux bien spécifiques et qui ne répondent pas nécessairement à tous les besoins de communication, surtout à l'extérieur du territoire. La modernisation de nos parlers régionaux, à cause de l'ajout de plus en plus d'anglicismes, ne fait qu'influencer de façon néfaste nos parlers régionaux. Pour les jeunes Acadiens, le chiac ou l'acadien restera toujours leur parler vernaculaire. Mais, pour que le français joue un rôle d'égale importance au parler acadien et à l'anglais, il faut, selon moi, un changement de mentalité. Jusqu'à présent, j'ai toujours voulu croire que la grande majorité des jeunes étaient capables de changer de registre de langue, de parler et d'être compris avec confiance dans un milieu différent du leur. Ce n'est que lorsque j'ai fait mon stage en France l'été dernier qu'une certaine réalité linguistique m'a frappé en pleine figure. On devait réaliser une entrevue avec deux jeunes filles de la baie Sainte-Marie, toutes deux étudiantes du secondaire. On a consacré 20 minutes à l'enregistrement de l'entrevue et à peine 15 secondes ont pu être diffusées. Le caméraman devait se fier à moi pour la traduction car il ne comprenait pas ce que disaient les deux jeunes filles. Il ne comprenait pas leur parler dans lequel elles s'exprimaient. Ces étudiants ne savaient pas changer de registre de langue, par conséquent, être comprises. Lors de l'entrevue, ces deux jeunes ont manifesté un énorme manque de confiance par rapport à leur langue. J'ai donc posé quelques questions à l'une d'entre elles. Premièrement, je lui ai demandé dans quelle langue ses enseignants s'exprimaient en salle de classe. Elle m'a répondu « l'acadien ». Je lui ai demandé dans quelle langue les élèves répondaient aux questions des enseignants. Elle m'a répondu « l'acadien ».
Je lui ai aussi demandé si elle se sentait capable de parler devant une foule de francophones dans un français différent de celui qu'elle employait avec ses amis, et elle m'a répondu « non, pas du tout ». Enfin, je lui ai demandé si elle aimerait être en mesure de pouvoir s'exprimer en français, et elle m'a répondu « well, oui, mais ça n'a jamais été appris ». Après 12 années d'études dans des écoles francophones, des écoles qui ont pour but d'offrir une éducation en français, pourquoi une jeune acadienne de Clare n'aurait-elle pas la confiance nécessaire de s'exprimer en français? Pourquoi son parler régional semblerait-il l'empêcher de s'ouvrir à la communauté francophone élargie? On observe aussi qu'un nombre inquiétant d'étudiants de la région doivent suivre un cours plus intensif de français à leur arrivée à l'université, alors que les étudiants d'autres régions, pour la plupart, n'ont pas à suivre ce cours intensif. Est-ce un reflet de l'enseignement du français en milieu minoritaire de notre région? Sommes-nous en droit de constater que le système scolaire francophone ne prépare pas suffisamment les jeunes à s'inscrire à des programmes d'études universitaires en français, à vivre leur francophonie à l'extérieur de leur communauté? Avons-nous la certitude que les élèves sortent des écoles et des universités avec un bagage langagier diversifié pour exceller dans un milieu francophone différent du leur? Il va sans dire que le parler acadien est très valorisé dans la région. Ça, j'en suis certaine. Mais pouvons-nous dire autant de la langue française? Je me demande dans quelle mesure le parler acadien aide à maintenir le fait français dans Clare, ou dans quelle mesure le même parler acadien sert à faire disparaître ce même fait français. Le parler acadien que nous parlons aujourd'hui n'est plus celui parlé il y a 50 ans. Il évolue constamment, et ce de manière différente dans chaque région. Par exemple, un Acadien de la communauté de Chetican va employer beaucoup moins de mots anglais qu'un Acadien de la Baie-Sainte-Marie. Il semblerait qu'à la Baie-Sainte-Marie, on ne fait pas l'effort d'employer des mots de la langue française, même si on en connaît le sens. Voilà qui laisse place aux anglicismes dans notre parler acadien, faisant en sorte qu'il perd son authenticité. Les gens emploient des anglicismes sans nécessairement s'en rendre compte. En voici un exemple. L'autre jour, un jeune garçon est venu se baigner à la piscine avec son père et s'amusait dans l'eau avec un ballon jaune entre ses jambes. Et il dit « Garde dad, va layer un golden egg. » Garde dad, va layer un golden egg. Lorsque j'étais jeune, j'aurais sans doute dit « Garde pap, va pondre un œuf d'or. » Il me semble que le parler acadien de la région perd son authenticité de façon alarmante. J'ai le sentiment que dans un avenir rapproché, l'acadien ne se ferait peut-être plus du tout entendre. Ce sentiment vient du fait que dans nos foyers acadiens et familles exogames, le français me semble être très peu valorisé. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut un changement de mentalité au sein de la communauté pour valoriser davantage le français. Il faudrait être en mesure d'offrir aux enfants des occasions de s'exprimer en français, en anglais et dans leur variante régionale en leur fournissant les bons outils. Je me permets de vous dire qu'il s'agit pour moi d'un tout nouveau point de vue. Il n'y a pas si longtemps, je défendais un point de vue tout à fait contraire à celui que je viens de partager avec vous. À la fin de ma 12e année, comme directrice du comité du bal des finissants, imaginez-vous que j'ai demandé au directeur de l'école qu'on fasse un petit sketch en anglais à cause du thème de la soirée étant Roméo et Juliette. J'avais l'impression qu'un petit sketch en anglais ajouterait à l'ambiance de la soirée. Ma pensée a certainement évolué. Avant, je ne voyais pas l'importance de sauvegarder la langue, car selon moi, les gens allaient toujours parler en français. J'avais une vision qui masquait la réalité. Je constatais l'importance de la langue française, mais je croyais que les gens qui m'entouraient faisaient de même. J'avais tout de même une résistance en moi qui s'est manifestée petit à petit suite à mes voyages à l'extérieur de ma communauté de classe. J'ai fait mes premiers voyages en tant que membre du Conseil jeunesse provincial et en tant que danseuse dans la baie en joie. Je retourne en France pour la 5e fois cet été. Je réalise de façon indéniable que la confiance et la capacité de changer de registre de langue vont de soi pour communiquer avec les autres francophones du monde. Ces voyages m'ont permis d'observer les phénomènes langagiers existants et m'ont donné une meilleure perception de ma réalité linguistique. En guise de conclusion,
Je souhaite que les jeunes Acadiens et Acadiennes réalisent les richesses de leur parler acadien en tant que marque d'identification et marque d'appartenance à la francophonie. Je souhaite aussi que le parler acadien ne disparaisse pas de la région à cause du processus d'assimilation présent sur le territoire. Je souhaite avant tout que le français prenne une place plus importante dans la vie des jeunes Acadiens et Acadiennes pour freiner le processus d'assimilation. Comme je viens de vous l'exprimer, le parler acadien tel qu'il existe maintenant, un parler qui renferme beaucoup d'anglicismes, peut devenir une voie vers la disparition du français. Je termine en disant, si nous voulons maintenir le français dans notre communauté, des changements s'imposent. Merci. Oui, moi je propose une question. Alors, justement, je vais rebondir sur ta conclusion, sur ta dernière phrase en disant que les changements s'imposent. Alors, quels sont, à ton avis, les changements qui s'imposent pour que la situation change, si je peux me répéter comme ça? C'est la question clé que tout le monde se demande. Si on aurait la réponse magique, évidemment, je ne serais pas ici en train de donner ma conférence. Mais à mon avis, ça doit commencer dès la petite enfance, dès qu'ils sont en train d'apprendre leur nouvelle langue, soit que ce soit l'acadien, le français ou l'anglais qu'ils vont inévitablement apprendre, puis que les valeurs de la langue française leur soient données dès la petite enfance. D'autres questions? Commentaires? J'en ai une ici. Ça je me souviens de la pièce de théâtre que vous avez représentée. Et puis, comme tu avais dit, c'était dans le dans régional. Qu'est-ce que, comme l'enseignante avait dit, qui est le sort de ça, des leçons d'apprentissage, si c'était juste. C'était pour aller dans un volet culturel, si je me souviens bien, dans la classe de français. Mais, comme j'ai dit, on a passé plus de la moitié de l'année scolaire qui est en 11e année, une année qui est comme critique dans la vie des étudiants, puis qu'on aurait pu utiliser pour apprendre davantage des règles de grammaire ou lire en français, etc. Mais au niveau du CSAP, c'est une question un peu délicate. Parce que justement, une des questions que j'avais posées, c'est, tu as en partie répondu, parce que à l'école secondaire, vous pensez quand même quoi, c'est 12 ans, tu as dit 12 ans. Oui, c'est de la maternelle à la fin. De la maternelle à la fin, c'est 12 ans. Alors, parce que la première question, c'est quoi qu'on fait pendant ces 12 ans? Qu'après 12 ans, quelqu'un n'arrive pas à avoir confiance en soi et puisse s'exprimer correctement, c'est quand même un peu délicat. On peut se poser des questions. Et est-ce que une partie de la réponse, non seulement il faut que ça vienne de la famille, mais est-ce qu'au niveau du conseil scolaire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire par là? Effectivement. Dans la région, si on se tient clair, dans mon école secondaire, tous mes profs sont acadiens. Donc, en salle de classe, on ne va pas parler dans un français normatif, car pour nous c'est un peu bizarre quand on est habitué de parler en acadien. Les enseignants sont habitués de parler en acadien. Donc, le français dans les salles de classe, à l'oral, est rarement utilisé. Tandis qu'à l'écrit, si on ne le parle pas, si on ne le pratique pas, comment est-ce que vous voulez qu'on l'emploie à l'écrit? Donc il y a plein de jeunes avec qui je parlais que pour eux, s'ils connaissent la différence, pourquoi ils ne peuvent pas utiliser les mots acadiens dans leur écrit, s'ils savent vraiment que ces mots sont spécifiquement acadiens et ces mots sont spécifiquement français, puis il y en a qui n'ont aucune idée. J'étais partie à la shop l'autre jour, ils vont utiliser les terminologies, la syntaxe acadienne dans leur écrit. Puis, mais là, il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais on va prendre des enseignants de France puis de Québec pour assimiler nos jeunes dans les écoles et tout ça, mais
On doit apprendre aux jeunes comment parler à l'oral en français, écrire en français. Donc, comment est-ce qu'ils vont le faire si à l'école ils parlent que l'acadien en salle de classe, qui s'en vont chez eux, dans des familles exoganes, parler en anglais, à leur pratique de soccer, qui ont un enfant qui parle anglais, donc toute la pratique a besoin d'être en anglais. C'est irréaliste de croire qu'ils vont pouvoir passer 12 années d'études, puis venir à la fin, pouvant se dire francophone à l'oral et à l'écrit. Je veux aller dans le même sens que lui, mais je l'adore critique, dans le sens que je veux faire l'autocritique ici. C'est bien beau de dire qu'est-ce que c'est ça peut faire, mais qu'est-ce que l'université peut faire. Vous êtes des étudiants de l'université, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que jeter le blâme, c'est très très facile de dire ils n'ont pas fait leur job en troisième année, puis en sixième année, ils n'ont pas fait leur job. Mais nous, vous arrivez là, qu'est-ce que les étudiants acadiens, ça serait quoi leurs besoins? Est-ce que tu peux en formuler quelques-uns pour qu'on soit à l'écoute, que les gens du département soient à l'écoute, et puis qu'on puisse véritablement peut-être arriver à faire mieux? Question déposée. Ben, il y a beaucoup d'étudiants acadiens que je vois ici là, qui peuvent vous répondre. Mais c'est ça, les étudiants viennent de CSNP, puis ils viennent ici à l'université, donc ils restent en clair, puis ils font tout leur stage ici en clair, puis ils finissent à l'université, puis ils vont à COSET, enseigner, et puis ils n'ont jamais travailler dans un autre endroit, c'est toujours le même registre, peut-être même les enseignants n'ont jamais appris comment changer le registre. Alors, est-ce que ce que tu proposes, ce serait que, par exemple, quand on est en pédagogie, que les stages ne soient pas donnés dans ton lieu de naissance, que tu puisses aller faire tes stages, par exemple, à Chican, puis une personne de Chican va aller faire, celle de Halifax pourrait venir ici. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, un genre de politique des stages qui fait en sorte que tu n'arriverais pas à rester dans ton milieu tout le temps, c'est ça que tu proposes? Ben, je sais, moi et Mylène, on avait des conversations au sujet d'ici un petit peu avant, puis elle a suggéré peut-être qu'il faudrait faire au moins un stage dans un autre endroit, parce que comme moi je suis en pédagogie, je crois que c'est important que peut-être le premier stage soit dans votre propre endroit pour que ce soit confortable et pas tout niveau, mais ça c'est comme faire un stage dans un autre endroit, ça c'est difficile quand même parce que ça prend du logement. Vraiment, 6 semaines, comment est-ce qu'on va trouver du logement pour 6 semaines? Ça prend des familles d'accueil. Et tout, moi, c'est témoin des questions dans mes expériences personnelles. Moi, j'ai fait mon bac en sciences et ça. Et puis là, j'ai fait faire une maîtrise à Montréal, à l'Université de Montréal. Puis là, je reçois un superviseur de recherche qui était extrêmement rigoureux par rapport au français. Extrêmement. Puis j'ai trouvé que, quand tu commençais à mentionner que c'est SAP nous apprenait un bagage langagé, ça peut dire suffisamment. Bon, je pas commencer. Moi, j'ai trouvé que c'était ça le cas. Puis moi, je trouve que une solution possible qui est facilement, c'est si qu'on peut initier comme d'échange ou au moins donner les Acadiens les prix, les frais de scolarité des Québécois pour essayer d'encourager les Acadiens à faire des études au Québec. Je pense que ça pourrait aider. Parce que moi, je fais des frais pour la province. Moi, je fais à 3 000 pièces par session, puis mes amis québécois paient à 1100 pièces. Moi, je fais à 3 fois le prix. Ça pourrait, une manière, encourager les gens à aller par là. Dans ce temps-là, tu enlèves le potentiel d'avoir des clients ici. Clients, les étudiants. À l'Université de Saint-Anne? Saint-Anne, oui. Ben, oui, sûrement, mais moi je crois que si quelqu'un veut commencer à faire un bac et 7 et ensuite poursuivre à la maîtrise, comme je vais faire, ça peut être vraiment bien. Je pense. C'est mieux qu'ils vont à Québec que Dallas.
Saint-Anne parle beaucoup d'étudiants qui vont à Hardy, et puis Saint-Fax, Neverly, tout ça. Aussi, ce sera fort intéressant d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur de venir ici, puis entendre et de vivre la culture acadienne. Donc, ce n'est pas un exode franco-acadien vers l'ouest ou vers Québec ou vers France ou pour la région, mais qui ira aussi avec l'accueil ici parce que on voit c'est Acadien de la Baie, Acadien de Nouveau-Brunswick, Acadien de l'île de Prince-Édouard, Québec, franco-manitobain, et c'est vraiment renfermé. Donc, d'accueillir des groupes des différentes régions. Donc, peut-être on s'avérait, c'est dans mes recherches, parce que moi et Mylène en a parlé beaucoup, on se sent comme on est isolé dans notre, comme je vis ma vie ici à la baie, puis personne d'autre sur la planète vit ma vie, puis je ne sais pas, peut-être si tu peux le dire, comme à Manitoba, Saint-Boniface, c'est les francophones à Manitoba, et là c'est les francophones au Yukon, et puis c'est des groupes qui sont les francophones hors Québec sont vraiment isolés et clôturés. Ouais, oui. Puis ça, c'est un résultat de l'histoire. Il faut qu'on en revienne après la déportation. On était marginalisés dans les territoires marginaux. C'est ça qui est arrivé qu'on a des victimes de la situation. C'est la misère à faire les connexions parce qu'on est tellement séparés. Ça fait peur. Dans les écoles, je sais, juste en faisant une petite activité, je crois que c'était avec les 9e année qu'ils ont fait une étude des groupes minoritaires hors Québec, partout au Canada. Chaque groupe était responsable de trouver la démographie d'un groupe francophone hors Québec. Donc, quelqu'un a fait les franco-manitobains, quelqu'un a fait les franco-sasquois, ainsi de suite. Les francs-sasquois, oui. Et une de leurs analyses, une de leurs révélations, c'était, je ne savais pas qu'ils vivaient le même vécu comme moi, qu'il y avait des gens qui avaient leur propre vie francophone dans une autre place avec leur propre hiérarchie, avec leur propre. Puis c'était vraiment, donc ça c'était un premier apprentissage, qu'on n'est pas tout seul dans le bateau. Et aussi, je veux dire, on peut être dans le même milieu géographique, sur le même territoire. Puis dans une université comme la nôtre, on voit ces groupes-là aussi, c'est-à-dire les Acadiens ici, peut-être sur la web, je sais pas, des Franco, des personnes, des internationaux à notre endroit. On dirait qu'on ne réussit pas à rejoindre tous ces groupes-là s'isolent. Je ne sais pas si c'est l'histoire qui fait ça, ou on a tendance à s'isoler même si vivre sur un même campus. Ok, tu vas au Castellet, puis tu as une table d'Acadiens, puis tu as une table d'anglophones, puis ensuite tu as une table d'étudiants internationaux, puis ensuite tu as une table de... C'est petit ici, là. On a 300 étudiants, on ne réussit pas à le faire sur notre propre campus. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Je me demande si ce que Mylène disait, c'est pas ce genre, pour certains francophones, c'est pas ce genre d'insécurité, Mais souvent, quand il y a cette ouverture, s'il y a deux groupes francophones qui se mettent ensemble, puis qu'un francophone est insécuritaire quant à sa langue, ça va changer en anglais tout de suite. Parce que si moi je parle dans mon parler acadien avec un francophone du Nouveau-Brunswick, souvent il y a des mots qui ne vont pas être compris, etc. Donc on change à l'anglais pour que ça soit plus facile, pour que pas qu'on ait à se sentir comme si notre langue est moins bonne que la leur, etc. Je pense que le monde a une question, ça fait longtemps. C'est juste que l'apprentissage du français, c'est pas nécessairement uniquement un apprentissage juste à l'école, c'est aussi dans la communauté, dans ta famille. La famille est beaucoup importante. Comme personnellement, ma mère a toujours voulu que j'apprenne un français correct, standard, pour que si j'aille à l'heure, que je puisse parler correctement. Mais mon père, comme il n'a jamais... Ça ne l'a jamais dérangé, mais comme ma mère me reprenait souvent. Puis mes professeurs aussi reprenaient. OK, ça c'est dans ta langue populaire qu'on appelle, mais en français standard, c'est... Puis là, ils nous reprenaient comme ça souvent. Puis je me rappelle que plus qu'on arrive au secondaire, comme 11e, 12e année,
Si on disait un mot en anglais, on était sorti de la classe. Tu reviendras quand tu voudras parler français. Comment est-ce que ça s'était reçu dans la salle de classe? Ah, c'était bien reçu, en fait, parce que toujours, c'était ça. Tu choisissais d'aller en français, si tu voulais aller en anglais, ben, tu faisais... L'école anglophone la plus proche, c'était à 1 heure de route. Donc, tu voulais faire 1 heure de route, ben, aller dans une école anglophone, mais tu étais dans une école francophone, puis respecte les règles du français. Je non, c'est vraiment important. Puis... Même dans nos présentations orales, comme on se faisait interrompre dans nos milieux de présentation orale, on ne dit pas puis, on dit puis. Reprendre. On avait eu la discussion dans la classe avec Muriel, puis il y avait d'autres acadiens dans la classe avec moi qui ont dit jamais qu'on devrait interrompre une présentation orale parce que le jeune va se sentir vexé puis va plus vouloir parler, etc. Mais de mon point de vue, quand je vois les jeunes faire la présentation orale dans mes classes qui sont purement en acadien, pour eux, on doit apprendre à changer de registre de langue. On va à l'école pour faire de même. Puis comment d'autres qu'on pourrait régler le problème sans, peut-être avant, mais ils vont quand même faire leur présentation en acadien. On ne peut pas leur donner un zéro non plus. Mais c'est qu'on a tellement été habitués à se faire reprendre qu'à ça, ils nous disent « Ah, oh, c'est pas le bon mot. Ah, ok, merci. » Puis là, on continue, puis on s'en rappelle. Donc, ça doit être pris de la jeunesse. Depuis tout jeune, on se fait reprendre. Je pense qu'une partie du problème, c'est non seulement les élèves, sauf d'insécurité linguistique, mais les enseignants sur linguistique. Puis c'est de savoir à quel point ça nuit à l'enseignement dans la langue normative. Puis c'est aussi, plus que milieu minoritaire, puis plus que ça brasse des émotions d'aller parler de la langue. C'est vraiment lié à tout ce que tu es dans le plus profond de toi-même. Puis c'est pas tout le monde qui est confortable d'agir comme ça. Moi, j'ai enseigné au CSAP, je travaille au CSAP, je m'occupe des nouveaux programmes de français. Les Okay. Personne clé, personne. Bon, j'ai senti beaucoup d'amour. mais vraiment, puis je pense aussi que il y a beaucoup de travail. Évidemment, je vais défendre le CSAP. Si le CSAP n'était pas là, il y aurait encore plus de problèmes. On fait beaucoup de bon travail. J'en suis vraiment convaincue. J'ai fait le choix de travailler là. J'aurais pu aller travailler pour le Tri-County et j'ai refusé 2 emplois. Alors, j'attends les nouvelles du CSAP. Ça me tient à cœur. Ça me passionne la construction identitaire. J'étais consultante en construction identitaire avant le CSAP. Ça me passionne. Et puis, on travaille fort pour essayer d'avancer ce dossier-là. Mais c'est beaucoup de travail. Et puis, ça demande aux enseignants d'abord, mais on ne leur donne pas cette occasion-là. On ne leur donne pas ce temps-là de réfléchir à qui ils sont. Comme tu dis, aux choix qu'ils posent à tous les jours. Est-ce que ce sont des choix conscients ou bien ils font rien que suivre la grosse autoroute anglaise qui est là, qui est pavée, qui est facile, qui a toujours été là. Et puis, on leur demande de permettre aux élèves de réfléchir sur ces questions-là. Parce que c'est ça, on est là pour les élèves, on n'est pas là vraiment pour les enseignants. Puis les enseignants ont besoin aussi d'être accompagnés là-dedans. Ça nous prendrait un CGP pour les enseignants. Puis on n'en a pas. Mais c'est vrai, comme je fais une blague, mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que si l'enseignant n'a pas son environnement francophone, comment est-ce qu'il va le transmettre à l'étudiant? Nous, si on vient, c'est notre classe de français, ils nous disent on va faire une présentation sur des groupes francophones. Les jeunes, est-ce que vous en connaissez? Ils vont faire non. Puis là, les enseignants vont nous dire écoutez, à Grand Arrangement, à Céline Dion, à Beaufort. Les jeunes ne vont jamais écouter ça comme musique pop qu'ils vont écouter. même pas Blue. Mais c'est la réalité. Parce que ce genre de musique ne va pas intéresser la grande majorité des jeunes dans les écoles. Mais il y a plein de groupes francophones qui sont pour les jeunes, mais que les enseignants ne les connaissent pas non plus, ou même la littérature aussi. Donc, pour que ça soit transmis aux élèves, ça a besoin d'être des enseignants qui l'ont première. Ils ont vraiment été exposés à différentes affaires. C'est ça? La musique peut amener
n'est-ce pas, différent. Mais si les radios dans les écoles vous pointent cette musique-là, comment est-ce que les étudiants allons le savoir? Mais il y en a souvent qui disent « Ah, c'est la musique française. » Comme déjà, ils vont pas aimer ça. Mais est-ce qu'eux connaissent la musique francophone? Il y a de la terrible musique francophone. Ça, c'est sûr. Même en anglais, c'est la même chose. Mais pour qu'ils savent... Mais même maintenant, la musique acadienne irlandaise le plus populaire, maintenant, c'est radio. Et ça, c'est pas... Ça, c'est comme l'ami français. Non, c'est acadien. Pour appuyer ce que Ingrid avait dit, j'enseignais au Trigo César. Il y était un fois, puis maintenant je suis ici. Mais la question de la langue, moi je vais noter tout de suite, tout à travers ta belle conférence, comme je suis si contente que je suis venue, puis tu l'as fait comme hier, finalement, on ouvre la boîte. C'est vraiment un changement de paradigme parce que la langue, mon mari est tanné assez de m'entendre parler de ceci, il est comme trouver nos sujets, trouver nos constants de ceci. Mais moi je viens de Cap-Breton, je suis anglophone, puis j'ai déménagé ici il y a déjà 17 ans. On l'a assimilé. Oui, et puis mon père, mon mari dit tout le temps, on a pu en assimiler un. Puis moi, j'avais toujours admiré, et puis là, je suis tout le temps très, très sensible, puis des larmes aux yeux, mais j'ai déménagé ici, puis comme étudiante, j'étais jalouse de la richesse et l'indépendance culturelle linguistique de l'Acadie, parce que moi, je viens d'un coin que mes ancêtres sont gaéliques. Il n'y a aucun, mes grands-parents parlent pas gaélique, peut-être mes grands-grands-parents, comme personne ne peut me dire à quel point, quel ancêtre a dit, c'est fini, on ne parle plus cette langue parce que ça ne nous avance pas. Puis de déménager ici, puis voir, ça va, on vit ça. Donc j'étais un tout petit peu, j'étais beaucoup jalouse, au point c'est encore une passion puis une obsession de comment est-ce qu'on peut revigorer le gaélique au Cap-Breton en suivant le modèle. Mais en tout cas, ça c'est notre passe-temps. Mais c'est vraiment un changement de paradigme parce que les enseignants, oui, c'est les éducatrices à la petite école, mais c'est comme Ingrid a dit, il y a une insécurité linguistique, non pas juste chez les jeunes, chez les enfants, chez les parents, chez les personnes qui travaillent dans les épiceries, chez les médecins. C'est impliquant ce qu'on parle de la langue. C'est beau et bien pour moi d'en parler comme une personne, comme on dit, un CFA, a come from away. Alors, je peux parler hors de la bulle, mais quand nous rentrons en discussion avec quelqu'un qui vient de la région, puis quelqu'un qui ça tient proche au cœur, là, ça réveille des émotions. Puis, quand il y a un changement, n'importe quel changement par rapport à la langue, par rapport à la société, des politiques, peu importe, il y a une peur ou une angoisse qui vient. Puis, comment est-ce qu'on peut encadrer les récits, parce que moi, je travaille plus proche aux adolescents, puis là, les jeunes adultes qui sont petits enseignés dans quel contexte. Comment est-ce qu'on pourrait outiller les jeunes parce que vraiment, c'est comme tu dis, excellente réponse. La petite enfance, c'est où ce qu'on débute, parce que c'est les jeunes qui vont changer l'âge, je sens comme over un tout petit peu. Mais ce sont les jeunes qui vont faire les changements, qui apportent la société. Je dis qu'il y a de l'espoir. Oui. Et puis comment est-ce qu'on peut outiller les jeunes, M. Adam et M. Cherge et Mme Mylène, pour appuyer les jeunes qui vont être avec. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté pour encadrer ces jeunes-là, pour vous encadrer, ou pour encadrer les jeunes, pour faire face à l'angoisse de parler de la langue? La sensibilisation. Comme moi, je parlais avec des jeunes qui n'avaient aucune idée. Après, je leur demandais comme, tu te sens à l'aise en acadien? Ça me parle tout le temps avec les gens, puis ça ne peut pas vivre ma vie tout le temps. Mais je suis comme, si tu voudrais faire une conférence en face de des francophones, en français normatif, pourrais-tu? Puis là, c'est là qu'ils vont, oui, on peut répondre.
Mais on dirait que ceux qui n'ont jamais eu besoin de penser de le faire, que les jeunes ont tout le temps été dit, oui, c'est bien, passer, prochaine étape, prochain grade, prochain niveau, etc. Puis qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire face, vraiment faire face à cette angoisse, puis qu'après qu'ils le savent, ça les met un peu en perspective, comme, oh, peut-être que je devrais travailler sur ma langue française à l'oral. Puis une fille comme mis sur Facebook l'autre jour, elle a déménagé au Québec, puis elle a dit comme, mes amis acadiens, pratiquez votre langue orale parce que moi je me sens stupide quand je parle à d'autres francophones, puis je change à l'anglais parce qu'ils pensent que je suis anglophone. Puis c'est lorsqu'elle a vraiment vu comme, ouais, c'est pas comme ça que je veux dire, mais je sais pas si oui, sensibiliser les jeunes aiderait beaucoup à mon avis. Faire des mises en situation avec d'autres francophones, je sais pas, des jumelages avec des écoles au Québec, à travers Skype maintenant, avec Skype ou Facebook. Ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait suggérer. Si je peux dire quelque chose, pour aller dans le sens de Muriel, parce que Muriel nous a, elle a dit que j'accusais simplement le CSAP. Je n'accusais pas le CSAP. Voilà. Alors, par contre, justement, pour aborder dans son sens, je crois que, justement, je trouve que le CSAP ne travaille pas beaucoup avec l'Université Sainte-Anne. Il y a quand même une Université Sainte-Anne ici, dans la région. À quoi elle sert? Et même si je rentre dans l'université elle-même, quand on parle de la langue française, à l'Université Sainte-Anne, je parfois avec des collègues, pour eux, c'est juste l'affaire du département d'études françaises. C'est à vous autres cette affaire-là. Si c'était l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire en administration, en pédagogie, en sciences, souvent mes meilleurs étudiants, mes meilleurs étudiants en langue, c'est les étudiants qui sont en sciences. Je me souviens, j'ai mon cours de langue avec eux, ils aiment bien ce cours-là, et on a eu une discussion justement sur la langue. Au début, quand je me présente, je demande, alors est-ce que vous aimez lire? Beaucoup m'ont dit, non, moi j'aime pas lire, machin. Et finalement, je tombe sur un étudiant qui me dit, mais moi j'aime lire. Je lui dis, enfin, il y en a un qui aime lire. Et je lui dis, je suis sûr que tu vas être un super enseignant quand tu vas enseigner. Il me dit, non, je vais être médecin. Alors, je me dis, une fois que j'en ai un qui veut lire, il me dit qu'il va être médecin. Alors, si, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si, à l'université, tout le monde se préoccupe du français, je crois que ça irait mieux. Si, en pédagogie, en administration, en sciences, ils ont les mêmes exigences que nous avons au département d'études françaises, parce qu'on nous présente comme étant des méchants qui font échouer le monde, parce qu'on corrige les fautes, parce qu'on fait ci. Vous êtes là? Alors, si tout le monde faisait cela, l'étudiant comprendrait que c'est important le français. Que ce n'est pas seulement dans le cours de Désiré ou de Daniel ou de Muriel qu'il faut bien écrire en français, que même chez tel, il faut que j'écrive bien. Donc c'est important. Bien sûr, en administration, on a besoin de faire des rapports, ou en sciences, on a besoin de faire des rapports, mais aussi le français comme. Et voilà, il est à l'Université de Montréal, son professeur l'a chané avec le français, alors qu'il est en scientifique. Donc, déjà au niveau de l'université, d'ailleurs, quand on va à l'université, on voit de grosses affiches, je m'engage à parler français. Déjà, le fait d'avoir l'affiche, ça pose un problème. Ça veut dire que si c'était vraiment francophone, on n'aurait pas mis cette affiche. Alors, donc, on met de grosses affiches pour essayer de cacher. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on entend quand on circule dans les couloirs? C'est l'anglais. Mais le phénomène de langue est réservé aux profs engagés. Ça, c'est un phénomène qui se présente dans les conseils scolaires nord-américains. Parce que quand nous parlions, il y a longtemps qu'Ingrid et moi travaillions ensemble en termes de stratégie de littératie, elle a parlé plus de mentor de littératie, puis je le faisais avec elle sur le comité. Et puis je l'ai fait aux études aussi. C'est une fausse croyance, c'est un stéréotype que c'est les profs de langue et de sciences humaines qui prennent garde à la langue
et c'est les profs de sciences et maths qui font leur dos à la numératie. C'est quelque chose qui est répandu à travers le nord de l'Amérique, je ne peux pas dire pour l'Europe, mais pour le nord de l'Amérique. Pour une raison ou une autre, on va réserver ça à ces gangs-là, puis on va prendre la numératie. Et vraiment, ça peut se transposer à travers la numératie et la littératie peut se partager à travers toutes les disciplines. Oui, parce qu'il n'y a rien de difficile que d'enseigner la langue. Okay. Enseigner la langue, ça veut dire tu enseignes une matière, tu prends la langue pour enseigner la langue. Alors que si tu comprends en mathématiques, la langue te sert à enseigner les mathématiques. La langue peut te servir à enseigner l'histoire. Mais en français, sur ton langue, hein, tu prends l'élément langue pour enseigner la langue. Et là, c'est pas facile de faire ça. Et de plus, je voudrais ajouter peut-être donner des petites solutions. Je pense que si on est d'accord. Ok, bon. Je pense qu'il faut créer des situations. Et je pense qu'il faut vraiment que le français, l'enseignement du français, ça devienne un enseignement qui est axé sur quelque chose de fonctionnel. C'est-à-dire que quand on va au bureau de poste à la baie Sainte-Marie, c'est quelque chose. Mais si je m'en vais à un bureau de poste, je ne sais pas moi, à Montréal, c'est autre chose. Je m'en vais au bureau de poste à Paris, c'est autre chose. Je m'en vais au bureau de poste à Halifax, c'est autre chose. Il faut que je parle anglais, probablement. Alors, si on pouvait créer des situations comme ça pour rendre et faire comprendre aux étudiants que c'est fonctionnel, c'est pour remplir certaines fonctions de communication. Il n'y a pas une langue mauvaise, il n'y a pas une bonne langue, ça n'existe pas. Il faut se mettre ça en tête, mais il y a des situations dans lesquelles il est plus rentable de parler l'acadien que de parler le français et vice-versa. Il est plus rentable de parler le français que de parler l'acadien. Ou l'anglais, peu importe sur les polyglottes ou pas. Mais il y a une question de rentabilité. Mais ici, le problème que je perçois, que je lis, quand je dis que je perçois, c'est parce que je le vis, je l'ai vécu depuis plusieurs années. Mais ces occasions-là ne sont pas présentées, et comme elles ne sont pas présentées, puis on a parlé tout à l'heure d'autocorriger, la correction de caractère, etc., dans ce livre-là. On a parlé de ça. Je ne suis pas pour ça. Par contre, je crois que n'importe quel professeur, et surtout à l'université ici, ne devrait pas admettre des présentations orales dans un français, on se sert dans une taverne ou autour d'un feu. Ça, c'est inacceptable. Puis si tous les professeurs ici avaient cette exigence-là, au moins les étudiants, je ne dis pas, peut-être pas comme des Parisiens, mais au moins, ils enlèveraient d'abord leur casquette sur la tête, hein, de présentation orale. D'abord la casquette, tu enlèves ta casquette, tu fais ta présentation dans une occasion, et là, ça prend un français à un niveau un petit peu plus soutenu que si tu t'en vas parler à la taverne avec des gens. Il ne faut pas non plus rendre toujours, il faut présenter ces occasions-là dans nos cours de français et commencer par la petite enfance. Puis on a parlé de petite enfance tout à l'heure. Et je reviens là-dessus. C'est vrai puis c'est pas vrai à la fois. C'était vrai. Ce que je veux dire, c'est que présentement, les parents qui ont fait des efforts, okay, dans leur famille immédiate, quand ils envoient la petite enfance, ben, qu'est-ce qui arrive aux parents qui ont fait des efforts? C'est que les enfants, ils sortent de là, c'est comme si les parents n'avaient pas fait d'efforts du tout. Okay? Alors, je ne sais pas s'il faudrait y avoir, on appellera ça une ségrégation probablement, mais prendre les petits, des personnes qui sortent de mariage mixte, qui arrivent à la garderie, qui ne parlent pas français. Il faudrait peut-être leur donner des cours à eux autres, puis des cours pour les petits-enfants, où les parents ont fait des efforts. C'était comme ça avant. Ça soit séparé. Était francophone. Dès que tu les mets ensemble, le petit acadien, ce qui va arriver, c'est qu'il va devenir l'interprète. Hein? Le professeur va dire, ben, ton chandail il est rouge, puis le petit anglophone va dire, comment? Je veux dire, le petit acadien, il connaît déjà. Je pense qu'à ce niveau-là, surtout le petit enfant, il faut peut-être arriver à déclasser. Disons avec
Ils ont, les fameuses normes de combien d'élèves égale combien d'étudiants. Donc, dans la ville, il y a 4 ou 5 classes de maternelle, donc il y a 2 classes de francisation, puis il y a 3 pour les francophones. Il faut toujours, il y a des fois des 2 parents francophones, mais qui ont choisi d'élever leurs enfants pour la raison, on ne sait pas. Ils sont élevés en anglais. Puis des médias mixtes, comme chez nous. Moi, je suis anglophone, mais on élève notre enfant en français, qui parle plus français, qui parle anglais. Puis là, il y a d'autres parents qui sont anglophones purs, mais parce qu'ils sont en région acadienne, ils ont choisi d'élever leur enfant en français, parce que leur enfant est au centre. Il ou elle parle uniquement en français, mais à la maison, ils parlent en anglais. Donc, c'est vraiment Des messages mixtes. Oui! C'est une démographie. Je pense qu'il faut les exposer à des différents accents parce qu'on entend toujours le même accent. Comme moi, je m'en rappelle. Quand ils devenaient au Québec, il y a 2 postes. Puis je m'en rappelle quand on a eu un poste de télévision. Là, il fallait que tu écoutes là, parce que tu comprends pas grand-chose. Là. Fait qu'arrive au Québec, puis on est avec 2 postes, puis les gens pensent à n'avoir pas de choix. Puis là, tout d'un coup, clic! Je peux comprendre. Là, je m'ajustais l'oreille. C'est un ajustement d'oreille. Mais on fait ça comme francophone, maintenant on fait ça face à l'anglais parce qu'on écoute des émissions de BBC où on fait de Joe, on n'a pas cette même attitude-là. Il y a des accents très très différents. C'est soit la télévision américaine, la télévision anglaise, et on n'a pas cette réaction-là. Qu'est-ce qui nous fait avoir cette réaction? C'est là la question. C'est la langue maternelle. Le français, c'est la langue maternelle. Puis tout d'un coup, tu écoutes quelque chose en français puis tu comprends rien. Ben, allô, la claque dans la face. Tandis que l'anglais, c'est partout, tu l'as entendu toujours. C'est pas ta langue maternelle, mais tu la connais bien, tu peux communiquer avec tout le monde. Il n'y a pas d'émotion qui vient fermer des rideaux. Puis tu n'as pas toute cette émotion-là qui vient tout. On est tout le temps sur le corps. Je veux dire, surtout, ce que j'ai remarqué venant du Manitoba, nous, on a eu, les DSFM a été formé dans les fins des années 70. Et puis, bon, je prends un exemple, là où j'ai fait la petite école. Mais maintenant, puisqu'ils n'ont pas accepté de vouloir rentrer dans le DSFM dès le début, c'est devenu un village anglophone. Avant, c'était 95% francophone et aujourd'hui, c'est rendu 10% francophone. C'est dans l'espace de 35 ans. Ça prend une génération pour effacer une langue. Puis je suis retourné, puis c'était comme j'étais abasourdi, j'étais à terre. Je rentrais dans le magasin du coin et le fait que les parents avaient tellement peur qu'ils allaient perdre leur anglais, les enfants ne pourraient pas parler en anglais. Et c'est ça, cette mythe qu'on fait face à tous les jours et qu'on essaie de dire, ben non, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas perdre votre anglais, mais c'est même les parents, encore beaucoup de parents qui ont cette peur-là, mon enfant pourrait pas communiquer ou travailler en anglais. Alors, je crois que c'est démystifier vraiment ça envers les parents. C'est parce qu'ils voient que l'anglais est parlé de rentabilité. L'anglais est rentable. Parce que dans leur imaginaire, l'anglais est rentable. Et oui, je vais travailler en anglais, donc pourquoi est-ce que je devrais apprendre le français? Et que ici, par exemple, même si je prends le cas de l'université, ici, quand on voit les gens et tout, les responsables, et puis parfois une attitude un peu bizarre par rapport au français. On revient, si tu veux, aussi les mettre en situation, essayer de les démontrer aux parents. C'est parce que c'est vraiment, je crois que c'est les parents qu'il faut convaincre plus que les étudiants ou les élèves. C'est, premièrement, les faire que les parents deviennent confiants que les mettre au CSAP, ça va être avantageux pour leur futur, pour le futur de leurs enfants. Et je crois que on parlait de la petite enfance, mais je crois que c'est
les parents pour vraiment concentrer dessus. Les parents qui ont plus de l'intérêt. Oui, pour enchaîner un peu ce que vous venez de dire, on n'a pas trop parlé en fait d'un autre facteur qui me semble important, c'est la question de l'insécurité linguistique, tout le monde est d'accord là-dessus. La question de la pression exercée par la communauté sur les écoles, donc les enseignants. C'est-à-dire que, et là c'est lié à la question identitaire, c'est délicat. C'est-à-dire que le français normatif, quelque part, pourrait contaminer le parler acadien, qui lui est garant de l'identité. Est-ce que c'est un facteur important selon toi? À quel point est-ce que c'est aussi important que l'insécurité linguistique ou c'est que ça joue? Oui et non, mais comme dans ma conférence, comme je l'ai mentionné, le parler acadien, qu'on nous dit toujours, il faut sauver le parler acadien, vous êtes l'acadien, c'est pour votre identité, mais le parler acadien devient de plus en plus anglicisé, qui n'est plus vraiment un parler acadien qu'on devrait être en train d'essayer de sauver comme tel, qu'on devrait montrer, oui, l'acadien, avec tous les mots anciens, tout ça, c'est votre parler acadien, mais qu'il faut que le français soit important dans le bagage langagier aussi. Mais pour que, ta question c'était que le français nie au parler acadien? Non, est-ce que c'est l'impression qu'ont souvent, disons, les parents, ou est-ce que c'est une pression qui est exercée, selon toi, par la communauté? Pas tant que l'insécurité linguistique sur la personne. Il y a quand même des commentaires dans la communauté. Puis le choix, c'est est-ce qu'on va se faire assimiler par l'anglais ou est-ce qu'on va se faire assimiler par le français? Et ça, c'est quelque chose qui sort quand on a des rencontres comme ça avec des gens de la communauté. Mais c'est un stéréotype aussi. Mais pourquoi ils ne voudraient pas avoir comme bagage langagier le français et l'acadien? Ça, je ne comprends pas. Parce que si on n'a que le parler acadien, que les jeunes sortent de l'école secondaire peuvent parler le parler acadien anglicisé et l'anglais, puis c'est presque tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner soit vers l'anglais, puis s'ils se tournent vers la communauté francophone, leur insécurité linguistique est énorme. Donc là, il y a un repli sur eux-mêmes, un repli de la communauté francophone, une impossibilité de pouvoir s'agrandir au reste des francophones, qu'on veuille augmenter le nombre de francophones. Donc on est en train de juste les enterrer de plus en plus. Peut-être qu'il y a une chose aussi, il va falloir qu'à un moment donné qu'on réfléchisse aux pédagogues et tout ça. C'est qu'il faudrait que les gens commencent à percevoir l'acadien non pas comme une langue étrangère, mais comme quelque chose qui appartient à une langue mère qui est français. Et ça, on en fait trop cette séparation. On voit l'acadien comme étant une langue à part, les français comme étant une langue à part. Oui, il y a beaucoup d'Acadiens qui disent que la langue acadienne, c'est la langue. Ben oui, mais on connaît ça. Ah non, je comprends, mais il est autre que cette personne-là, mais elle peut dire. C'est par contre, tu vois, parce que je veux dire, je pense que c'est ça un petit peu un petit problème sur lequel il va falloir se pencher à un moment donné, parce que dans la langue acadienne, dans le parler acadien, puis il faut se poser la question aussi, est-ce que le parler acadien, si on définissait, on définit à partir du 7e, avec toutes les ressemblances, est-ce qu'il répond aux besoins de communication du 21e siècle? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre question. Mais non seulement ça, il y a aussi un mélange, comme souvent, moi étant québécoise de souche, qui enseignait au CSAP, je n'étais jamais enseignée pareil. J'étais vraiment les élèves disaient que je parlais bon français, ce que je détestais comme expression, mais je me suis vite rendu compte qu'ils mélangeaient le français standard avec l'acadien. Ils mettaient variante et registre, comme un contre l'autre. Et il n'y avait aucune idée, ou ils ne réalisaient pas, ou il n'y avait jamais eu cette réflexion-là, que vraiment, si tu parlais ta variante, tu pouvais quand même jouer dans les registres. Et puis que québécois, c'était le bon français. Oui, ou le français, c'était le bon français. Puis j'étais comme, mais quand je vais chez nous avec la famille, je parle pas comme ça. Vous comprendriez probablement pas ce que je dis. Je vais vite, puis mon accent de Gaspésie ressort. Et puis... Mais tu sais, ouais, ça c'est une autre chose aussi. Ça, c'est une question qui penche. J'ai eu une discussion avec un enseignant acadien, et c'était une session, et puis
on parlait juste de cette question d'acadien, puis la langue, puis de se faire assimiler anglais ou assimiler français. Puis, revenir sur le point de vue de changement de paradigme, et c'est un tout petit peu du point de vue psycholinguistique et historique. Elle avait constaté, et puis c'était un enseignant qui a réfléchi énormément par rapport à cette question. Ça m'étonne qu'elle n'est pas présente ce soir, mais toute cette question de si je parle en français normatif, pas québécois ou français parisien, juste français normatif, je suis en train de sacrifier qui je suis comme acadien. Je suis il y a un. Et puis elle a dit, je me sens. Et puis là, elle a parlé du personnel et non pas de ses discussions avec ses pairs, mais elle a dit, c'est un sentiment qui vient de creux, on est en train de nous défendre depuis notre arrivée en 1605, qu'on essaie d'être tranquille et juste vivre notre vie et faire notre religion et notre culture et vivre en tranquillité. Puis la menace de l'anglais, la menace de France, il y a des menaces, puis c'est un sentiment de protectionnisme, pour la protection de la langue, puis la loyauté envers la culture acadienne, parce qu'ils ont passé 400 plus ans à s'établir, puis se défendre, que de changer ce point de vue comme ça, c'est très difficile. As-tu remarqué ça dans les discussions comme un sentiment de loyauté et de protection de la langue, de dialecte, de variantes socio-linguistiques? Il y en a beaucoup, comme j'ai des amis qui sont purement, je vais faire l'acadien, puis c'est ma langue, puis il n'y a personne qui peut me dire autrement, puis je vais faire ma vie de même. Il y en a qui sont comme ça, mais pour moi, quand je parle dans un français normatif, comme je le fais maintenant, je sais que je suis en train de laisser de côté ma variante acadienne. Je le sais, tout le monde le fait. Mais pour que je puisse changer de registre de langue, puis faire les deux, à moi, ça c'est une richesse. Puis je vois l'importance du français, que je puisse parler avec tous les autres francophones, puis que je peux utiliser ma langue acadienne quand je veux parler en famille, quand je veux être en communauté, puis être culturellement acadienne dans ma région. Mais je ne peux pas vivre uniquement culturellement dans ma région, sauf si je vais rester ici le restant de ma vie. C'est l'enfermement. C'est l'enfermement de notre petite communauté. Si on veut intégrer les autres, si on veut élargir notre communauté, il faut pouvoir avoir les deux. Donc, oui, il y a des gens qui vont se dire que leur langue acadienne, comme s'ils parlent dans un français normatif, c'est en train de laisser de côté leur langue acadienne, mais à mon avis, c'est un peu comme si on se referme aux autres. C'est un point de vue culturel extrêmement passéiste. Oui, aussi. C'est-à-dire, c'est la culture du passé, puis c'est la culture de l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Quelqu'un qui a ça, qu'on va perdre, ce qu'on disait au XVIIe siècle, ce qu'on dit souvent les étudiants, la terre de bœufs, là, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup encore dans le cadre, OK? Les bœufs, puis la terre de bœufs, puis la baraque d'abord, ben, je vais dire, moi j'achète mon bar, puis je pense que les Acadiens de la baie Sainte-Marie achètent leur bar. Elle n'a pas besoin de présenter ce mot-là, il ne sera jamais utilisé de toute façon. Mais je crois que c'est que la langue, c'est la dernière, comme il y a des choses, on n'a plus de bœufs, puis on n'a plus de. Mais la langue, c'est encore là, puis c'est comme la dernière chose auquel ils peuvent. C'est juste, c'était une observation que je n'avais jamais faite, c'était une réflexion que je n'avais jamais entendue, puis c'était très grave de la partager avec moi. Mais je crois que tu réponds le titre de ta conférence, puis la réponse à ma dernière question sur la sensibilisation, répond à cette peur. C'est de sensibiliser quand il ne faut pas avoir peur, tu n'es pas en train de sacrifier ton identité en acceptant de parler de différents registres, puis on peut faire ça en sensibilisation. J'ai quelque chose à dire aussi aux gens qui sont ici, au ministère de... C'est ça. C'est mon ex-étudiante. Ce que je trouve aussi, il y a une réflexion ici. Il y a une réflexion peut-être dans le genre, peut-être dans la guerre, par en bas. Est-ce que cette réflexion-là rejoint toutes les pochettes, disons, d'Acadiens qui existent chez Tican? Parce que le parlant acadien est très fragmenté.
Il n'y a pas un parler acadien, il y a des parlers acadiens. Alors, est-ce que cette discussion-là a lieu sur le plan provincial ou tout simplement sur le plan local? Je trouve que c'est très important. Parce que l'éducation est provinciale, elle n'est pas locale. Mais la discussion qu'on a maintenant, c'est l'Université Sainte-Anne qui a fait en sorte qu'on a cette discussion. Est-ce que le CSAP fait en sorte qu'il y a une discussion comme ça qui se passe? Non. Ça se passe à la gestion. Ça se passe dans les petits secteurs. On en parle dans nos sessions, mais de dire tout le monde, on s'assoit et on réfléchit par rapport à ça, non. Ça va être le CSAP avec Mylène. J'ai déjà pris une note qui disait Andrea, ça me prend cette vidéo-là. Moi, je pense que ça serait peut-être bien, comme disons, possibilité, là, ça serait d'avoir un colloque provincial, et évidemment avec cette thématique-là. Ça, c'est une très bonne idée. Quel français enseigner? Effectivement. Quel français Quel beau projet de marier le CSAP et l'Université Sainte-Anne et nos organismes communautaires dans chacune de nos ça pourrait être fait de façon... Moi, je fais même les cours. Je pourrais vous dire que j'ai fait un atelier avec des enseignants et puis on avait fait une activité qui a été créée par la CELF, l'Association canadienne des enseignants de langue française. Puis je l'avais pris de sa banque d'activités pédagogiques. C'est une activité qui est destinée pour des jeunes à l'école, comme des 8e année, des 9e année pour leur identité. Mais je trouvais que c'était pertinent pour le faire peut-être avec les enseignants. On va l'essayer comment ça va. Puis c'était de dévoiler leur identité linguistique, puis comment ils sont rendus à avoir telle identité. Puis c'était une activité de l'après-midi. Il y avait des partages et des émotions. Et puis comme jeune chercheur, c'était première expérience, mais ça lançait un beau débat. Et puis c'était parce que c'est comme Ingrid a dit, la langue, c'est le premier apprentissage que nous commençons d'apprendre la langue avant qu'on est né. Juste. C'est l'émotion qui... Oui, donc quand on touche la langue, ça touche au fond. Ça pourrait provoquer des discussions très intéressantes. Je trouve que ça serait vraiment, on parle de concertation, on parle de sensibilisation, je veux dire, puis c'est très dangereux de seulement le faire au niveau régional. Et de le faire seulement au niveau des enseignants. Il n'y a personne qui va embarquer là-dedans si ça fait seulement au niveau local. Alors que si tu... Puis à toutes sortes de niveaux, l'université, SAP, syndicat des profs, moi je ne sais pas. Les parents aussi. L'association des parents. L'association des parents. Véritablement organiser un 3 jours de vraie concertation là-dessus. Je trouve que ce serait un projet vraiment 2014-2015. Un travail de recherche pour Mylène. Elle est bonne à l'organisation. Oui, c'est le sujet, c'est que moi, c'est des tantôt sur la langue, le français normatif, le français acadien, puis là, tu choisis de mettre ton acadien d'un côté pour parler de français normatif. Ma question, ça fait, trouves-tu point... Moi, je crois personnellement que le problème, c'est pas les auditions des 7, puis on se victimise jusqu'à ce qu'il y a point de problème, tu sais, puis c'est vraiment c'est une autre faute, ou c'est la langue française, c'est ce qui est trop rigide, et puis qui s'adapte pour laisser à nous autres, comme d'abord, ils font pas l'effort pour nous comprendre nous autres, puis je suis complètement d'accord que, tu sais, quand je suis à l'Université de Montréal, je faisais des présentations, je m'adaptais pour les comprendre, mais je suis à un point comme à l'extrême, je suis fier de ma langue, et puis moi je tombe plus sur le côté protectionniste peut-être, sur ça, puis moi je trouve que c'est justement ça, que la langue française est trop rigide, qu'on a une idée, même de l'Académie française qui dit c'est pas bien, puis les Français ils sont permis d'incorporer des mots comme le parking, et puis ça c'est parfaitement ok, mais alors quand c'est nous autres, on dit je vais driver à la shop, c'est la fin du monde, puis c'est nous autres qui dans le mal. Ça fait que je suis d'accord avec ça que la langue française en soi est trop renfermée et trop rigide.
Tu soulèves un bon point. Puis moi aussi, je suis d'accord. Si les gens de France peuvent dire parking, nous, on ne peut pas dire drive à la chambre. Même du foot. Le problème de cette France-là, c'est qu'il y a des millions et des millions de Français, puis combien d'Acadiens. C'est la réalité. Vous n'allez jamais changer ça. Mais tu sais, ce qui est intéressant, j'ai enseigné le cours d'éducation minoritaire en automne, puis il y avait, c'est la première fois que j'ai enseigné le cours, puis il y avait des gens anglophones qui suivaient le cours, c'était un cours au choix, là, il y avait des francophones acadiens, c'était un mélange. Puis là, il y avait un francophone de la France qui venait... C'est définissé comme francophone? Francophone de la France. Parce qu'une Française ne se dira jamais francophone. Oui, ça c'est français. C'est nous autres qui sommes francophones. Et puis ça c'est pourquoi j'ai dit francophone de la France, puis elle était comme... Puis j'étais comme, elle était francophone, puis tu viens de la France, puis elle est francophone, puis elle vient de Manitoba, et parce qu'elle venait de Manitoba, puis elle me regarde, oh ok, maintenant je comprends. Elle trouvait toutes ces questions de milieu minoritaire, elle n'avait pas d'idée qu'il y avait un milieu minoritaire. Puis vraiment, dans son coin, je crois qu'elle venait du sud de la France, ma géographie de la France, il faut que j'avoue, n'est pas... J'enseigne pédagogie, non pas géographie. Mais son coin, elle a dit qu'il y a des groupes, puis là, des gens du département des études françaises, vous pourriez peut-être me dire si je suis dans les patates, mais que les gens, même les groupes, en dedans de la France, se ressentaient une insécurité linguistique par rapport, comme il dira, si j'y vais en Paris, puis je parle, je dis cette phrase, puis elle m'a donné un exemple, elle a dit, je ne dirai jamais ça en Paris, je dirai ça avec ma maman, chez nous, je crois qu'elle venait de Bordeaux, puis là, elle a dit, mais je ne dirai jamais ça à Paris, parce qu'ils vont dire que je viens de la campagne, puis... il y a beaucoup d'animateurs de télé qui arrivent à Paris et qui changent justement d'accent, qui perdent leur accent de mais qu'il y avait même une insécurité linguistique en France même qui ne s'applique pas pour... Oui, ben, il y a plus de dialectes de patois qu'on pense. Hélène qui vient de la France. Oui. C'était pas moi. Non, c'est pas non. Mais oui, elle avait partagé ça avec moi, puis qu'elle avait vraiment peur, comme elle ne savait pas qu'elle était des Françaises en Nouvelle-Écosse, mais que vraiment, elle a dit qu'il y a une insécurité linguistique avec des gens peut-être au nord, Edouard, Damien vient de ce coin-là, Normandie. Oui. Alors, toute notre façon de parler selon les régions, le français de Paris n'est pas considéré comme le français standard. Il n'y a pas vraiment. Non, il n'y a pas de. Même si tout est centralisé à Paris, c'est dans la région sombre. Et tout. Oh, c'est tout, c'est tout. Et le français parlé à Paris est d'un dialecte, si on peut dire, tout autant que celui parlé dans le Nord ou dans l'Est de la France. Parce qu'il y a des expressions qui sont propres. C'est comme quand j'ai fait le dictionnaire acadien, et il a passé toutes les régions. Puis chaque région a différents dialectes. C'est la même chose comme. C'est comme Badgelé. Badgelé, ça veut dire quelque chose, puis Achitigan Badgelé veut dire absolument quelque chose d'autre. Mais c'était vraiment pour appuyer cette idée d'insécurité linguistique, ça se trouve même dans. C'est un pays majoritaire. Et moi, je peux comme si on parle de la bataille anglaise versus le français, tu sais, comme l'anglais va tout le temps gagner à cause du fait qu'ils sont plus inclusifs, qu'ils vont moins juger le monde, comme les accents sont plus, tu sais, sont plus acceptés. Alors, le français, c'est que moi, j'arrive au Québec et je parle de la région. Au lieu de faire l'effort de me comprendre, ouvrir leurs oreilles, ils vont changer la langue. C'est qu'on commence à s'appeler du monde au français. Ils sont vraiment sélects. L'accent, là. Je sais pas, c'est plus flexible l'anglais. Il faut que tu t'appliques l'oreille pour les comprendre. Dans les gens de France. Et puis les gens dans la région, la majorité peuvent s'appliquer l'oreille puis essayer de comprendre un peu, faire le lien. Mais j'ai eu un problème est à Moncton, est à encore des communications dans la résidence de la France.
on va casser le haut-parleur, puis il a envoyé un message. Puis il y a des fois, on l'a offert, on a suivi ça d'un coin, puis tout d'un coup, les lumières allumées. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Le point, ça piqué. Puis, te comprendre, toi, il va pas m'appliquer, puis il comprend ça. Mais je pense aussi que ça revient tout aussi, comme il disait tantôt, comme de faire des échanges, de comme se mettre en contact avec les autres accents, les différents accents, comme on est tellement éparpillés, puis il y a comme jamais rien qui. Ben, c'est sentir que c'est difficile, comme un gros pays, tout ça, mais comme si on n'est pas en contact avec des accents différents, comme ils vont jamais apprendre, tu sais, comme ils vont jamais apprendre à comme pardon. Ok. Tu sais, comme c'est. C'est une habilité à développer. Avec le CGP ou la GFNB, comme les gens, c'est des conseils jeunesse francophones de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, il y en a un dans chaque province. Puis quand on fait les échanges, on voit ces différents accents, mais il y a seulement une monnaie de personnes qui les voient. Comme moi, j'étais chanceuse de pouvoir le voir, mais il y en a d'autres dans mes classes qui n'ont aucune idée. Mais c'est vrai, c'est vraiment important. Mais ça, c'est avec tout. Si tu peux être ouvert au monde, aux différentes expériences, quoi qui se passe dans ton cerveau, tu deviens de plus en plus habile à t'adapter à ça. Puis le problème avec le Québec, mais en tout cas, la réalité que moi j'ai vécue, j'ose croire qu'ils deviennent un peu plus ouverts maintenant, je sais pas, là, mais comme ça fait la charte des parents. Quand moi j'ai grandi au Québec dans le système d'éducation, c'est provincial. On ne parlait pas des autres francophones hors Québec. Il n'existait pas. La première fois que j'ai... Exactement. La première fois que j'ai rencontré ma première franco-ontarienne, j'étais en France. Puis toute ma vie, on me dit... C'est comme si... En tout cas, toute ma vie, on me dit, il y a juste des Français au Québec. Il y a juste des Français au Québec. J'arrive, je rencontre une fille, j'y demande comme... Ton accent, là, je ne sais-tu pas, tu viens d'où au Québec? Je viens pas du Québec, je suis de l'Ontario. Non, mais je dirais avant de déménager en Ontario. C'est où au Québec? Ben, mes parents, je suis née là. OK. Ben, mes parents, ils viennent d'où au Québec? Non, mes parents sont nés là. Tes grands-parents, ben, mes grands-parents viennent du Québec. Ben, ils sont déménagés là. On est une communauté. Je dis, ah, vous êtes combien? 4? Comme on est un demi-million. Quoi? Elle est en train de me dire que les extraterrestres existaient. Non, mais tu sais, j'ai l'air ridicule, mais en même temps, si toute ta vie on te dit, ça existe pas, il n'y en a pas, il y a une mère anglophone méchante, puis en plus, les Ontariens, puis on sait tous qu'ils viennent pendant leur spring break de faire nos hôtels. C'est juste ça qu'on entend. De savoir qu'une francophone, de l'Ontario qui est gentille, c'est comme la fin du monde. Mais si tu sors pas de chez vous, tu le sais pas. Puis quand je suis rentrée dans la classe, José Melançon et Christiane Thériault, puis ça parlait de... Puis Louane Doucet, ça parlait de souvenirs d'enfance, je comprenais rien. Mais tu sais, à cette heure, ils ne peuvent plus m'en passer, je comprends ça. Mais l'idée, c'est exactement ça, c'est un apprentissage. Si tu es en contact avec les autres, tu vas développer une oreille, puis après, tu as fait le chemin dans ton cerveau pour essayer de comprendre un accent. Quand tu vas en entendre un autre, ça va se faire plus facilement, puis ça va toujours être de plus en plus facile. Mais c'est pour ce premier contact-là. C'est plus l'attitude aussi. Complètement. C'est très l'attitude. Quand je suis arrivée ici, moi, j'ai rencontré des gens, j'étais très jeune à l'époque, j'ai rencontré des gens de mon âge, à un moment donné, il y en a un qui me dit, ça te tente de venir te caraper la gel? J'ai dit oui. J'avais aucune idée de ce qu'il me demandait. À quelle heure? Il est à 7 heures. OK. Fait qu'elle a 7 heures, il est venu me chercher à la maison. Ça peut pas pour la J'ai pensé que c'était peut-être pas utile d'une famille du tout. Il vient me chercher, puis là, tout de suite, mais tu sais, j'avais pas compris. Je me disais, c'est pas, ça peut pas être méchant, ça peut pas comprendre éventuellement. T'attends, tu viens de te caraper la gueule. J'arrive à la taverne, puis tu sais, les pitchets de bière, là. J'avais dit, qu'est-ce que tu prends? Un verre de bière, mais si tu devais te caraper la gueule, tu dois prendre un pitcher. Là, j'ai compris dans la situation, c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné, au niveau situationnel, comment c'est très important.
Puis l'attitude, et cette attitude-là, puis l'attitude des francophones, puis je vais répondre à ta question, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sévère. C'est vrai qu'on est beaucoup moins ouvert. Okay? C'est ça que tu disais tout à l'heure. Je trouve qu'on est beaucoup moins ouvert que les Anglais face à... Tu sais, les Anglais, je veux dire, que tu viennes de Toronto puis tu viennes de Boston, t'as pas le même accent, mais ils n'entendent pas. Ils n'en parlent pas. Ils n'entendent pas. Il n'y a pas besoin d'en parler. Alors que nous autres, on se fait toujours écraser d'une tasse de temps au temps. Et puis ça, c'est une des causes fondamentales de l'insécurité linguistique qu'on parle de la suite. Si on est tout dans le livre, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça. Mais c'est le livre. Ça, c'est caractéristique partout dans les régions minoritaires. Au Manitoba, c'est la même chose. Tu avais un accent manitobain qui est anglais, un petit peu anglicisé, et tu dis, ah non, t'es foutu. T'es foutu, toi. Tu tires nulle part, là. D'autres questions ou commentaires? Ça pourrait aller. Oui, je savais qu'il y avait Apprendre une autre langue, c'est bon pour le cerveau, puis on n'aura pas l'Alzheimer plus tard, ça c'est peut-être comme ça. Ouais, c'est vrai. Peut-être que c'est le français qui va sauver même la Cajun. Je crois. Enfin, j'aimais cette hypothèse, sans avoir fait de recherche. Je crois que c'est la langue française standard qui risque de sauver la Cajun. Merci encore une fois d'avoir accepté. Merci.